Donc, merci à tout le monde d'être arrivé jusqu'ici. Je trouve que le chemin qu'on a dû faire pour arriver nous met un petit peu, nous rapproche du vécu que les femmes doivent faire pour arriver à être aidées en passant par des méandres divers et variés. Et une des grandes méandres qu'elles rencontrent sur leur trajet, c'est de ne pas être comprises dans leur vécu traumatique. Or, il y a de plus en plus à l'heure actuelle des éléments de connaissance objective qui permettent de comprendre un peu plus de l'intérieur ce que l'on vit, ce que l'on ressent lorsqu'on est victime d'un traumatisme. Et donc, je vais un peu circuler en essayant de ne pas trop vous assommer avec des notions compliquées, mais vous donner aussi des arguments pour pouvoir mieux défendre les personnes que nous rencontrons dans la fragilité que peut déclencher un traumatisme. Alors, la première. Voilà. Donc, il y a un schéma qui date même des écrits de Freud déjà et qui essaye d'expliquer ce qui se passe lorsqu'on est traumatisé. Si on représente l'appareil psychique comme une vésicule entourée d'une énergie de défense, eh bien, un traumatisme, celui de la vie quotidienne, peut effectivement provoquer un enfoncement de nos défenses, mais en réagissant, on peut éliminer ces impacts et on peut continuer à retrouver une certaine homéostasie, un certain équilibre de notre appareil psychique. C'est ce que nous faisons tous les jours pour toutes les petites agressions de la vie quotidienne. Suivant. Mais par contre, un traumatisme est quelque chose de beaucoup plus brutal. C'est quelque chose qui vraiment ne fait pas qu'enfoncer les défenses, il fait littéralement effraction dans l'appareil psychique et il le met totalement en échec. Un soldat qui traverse un village et qui soudain tout ce village vole en éclats, tous ses camarades de combat meurent autour de lui, eh bien, tout ce qu'il a appris, toutes ses valeurs, ses connaissances sont totalement inemployables. Les impulsions, les perceptions arrivent de façon extrêmement massive. Le cerveau est incapable de traiter ça en une fois, et donc il y a là naturellement quelque chose de très traumatique qui va alors aller au centre même de l'appareil psychique, à un endroit justement particulier qui va résonner nos expériences d'impuissance et de dépendance les plus anciennes, et qui sont souvent celles de la petite enfance. Et donc, au lieu de pouvoir être rejeté, eh bien, cette image va provoquer des troubles de tout l'appareil psychique, parce que c'est comme si cette image de la scène qu'on n'a pas suggérée va rester là et va de façon tout à fait non maîtrisable continuer à donner des impulsions et des stimulations dans l'appareil psychique et provoquer des perturbations suivantes. Et donc le mot trauma, c'est un vieux mot grec qui signifie blessure par effraction. Et donc le mot traumatisme évolue par là. Le névrotraumatique est un terme qui a été envoyé vers 1888. Et puis Freud, alors, a construit une théorie dans laquelle il se rend compte que cet impact met en résonance des choses bien plus larges. Ça met en résonance le passé, ça met en résonance des faits plus anciens, ça met en résonance des couches où on a acquis des choses à différents âges de la vie et on a à certains âges de la vie la compréhension de ce qu'on a vécu à d'autres âges. Et donc il a donné une très grande épaisseur à cela, mais en se cantonnant encore dans le registre de la libido, du plaisir. Et il a fallu le retour de toutes les victimes, de tous les soldats traumatisés de la guerre 14-18, qui ont été vus surtout par des médecins et des collègues médecins militaires comme Terezi, comme Strauss, pour que Freud alors se rende compte qu'il n'y a pas que le principe du plaisir, il y a la pulsion de mort. Et cette pulsion de mort vise à vraiment délier tout l'appareil psychique, là où la pulsion de plaisir peut aider à la constituer ou à la synthétiser. Et donc, on a un apport là de la psychanalyse qui reste tout à fait inégalé et qui, dans ses effets ou dans sa description, va rencontrer curieusement des images, des imageries médicales neurologiques très contemporaines. Il y a là comme ça différentes théories qui nourrissent cette approche et qui sont intéressantes.
Et donc, comment définit-on un traumatisme psychique? C'est un événement dans la vie du sujet qui, par son intensité, l'incapacité où se trouve le sujet d'y répondre adéquatement, le bouleversement et les effets pathogènes durables qu'il provoque dans l'organisation psychique. Hein, je me souviens d'un cas que j'ai vu récemment à la consultation. Eh bien voilà, une femme qui me raconte son excision. Eh bien, ses deux sœurs avaient déjà été mariées de force, elles avaient été excisées avant elle. On la traîne sans la prévenir dans une case. 20 personnes avaient été excisées avec le même couteau avant elle. Elle voit du sang qui sort de la cave, elle voit du sang partout. Elle rentre et puis ça va être son tour. Et donc ce sont, voilà, tout un terrain où on prépare le psychisme et puis au moment où on va subir l'acte, on est déjà dans toute une représentation, un fantasme et une impuissance, puisque 4 femmes la maintiennent pendant l'heure. Et donc là, on est dans ces expériences d'impuissance totale. Et donc, pour échapper à ça, le cerveau doit trouver des stratégies. Et ces stratégies, ça peut être l'oubli, le refoulement, ça peut être la dissociation, ça peut être le fait qu'on essaie d'éteindre ces images et on est envahi par des choses qu'on ne sait pas de côté. Suivant. Et donc, quand on est traumatisé, eh bien, on est dans l'indicible. Et ça, c'est évidemment ce que souvent, malgré leur bonne volonté, les gens du CGRA ne comprennent pas. C'est qu'à la première interview, les gens ne disent rien. Ou ils disent des choses qui ne sont pas corroborées par les faits. Ou ils commencent à raconter et ils s'effondrent en pleurs. Et donc, si on ne connaît pas le traumatisme psychique, eh bien, on va coller des étiquettes, vous voyez bien, les inventent une histoire, ils ne savent pas la tenir, c'est des bêtises, elle espère nous apitoyer par ses pleurs, enfin, toutes malheureusement des grosses bêtises que l'on entend très régulièrement, et dont j'espère qu'après l'exposé, vous vous rendrez compte que c'est totalement inadéquat. Et donc, le patient ne peut pas rendre compte de l'expérience qu'il a vécue, il n'a pas de mots pour le dire, surtout si le trauma a lieu avant 3 ans, dans la période du non-verbal, du pré-verbal, et avant que la mémoire puisse se structurer. N'oubliez pas que l'accès à l'abstrait se fait quand même aux alentours de l'âge de 7 ans, que l'accès à une représentation sexuelle du corps commence à la puberté, et donc si on a vécu des mutilations génitales ou sexuelles ou des abus dans cette sphère-là, avant ces âges de puberté, la représentation de ce qui nous arrive échappe même au potentiel cérébral et au vocabulaire. Et donc, on va alors observer régulièrement dans notre patientèle des patients qui ne peuvent pas s'exprimer, hein, ni au niveau du langage, ni au niveau des émotions, mais par exemple dans l'approche corporelle, dans les massages, on va voir souvent un tas de réactions qui se déclenchent et qu'on va pouvoir observer, mais sur lesquelles les patients souvent savent réagir aussi. Suivant. Et donc, ce qui se passe aussi, et ça c'est quelque chose qui a été malheureusement, parce que chaque observation veut dire qu'il y a une catastrophe dans la vie de quelqu'un, ce qui est terriblement traumatisant, c'est la rencontre avec la mort comme une réalité. Donc ici, nous tous dans la salle, si nous vivons calmement, bourgeoisement, on se dit un jour on va mourir, il faut bien mourir un jour, tout ça sont des perspectives qu'on projette et qui ne sont pas traumatisantes. Mais quand on a vu la mort de près, quand on a failli mourir, quand on a été agressé dans un combat, échappé à un attentat, échappé à un génocide, quand on a vu la mort de près, la vie se colore tout à fait autrement. On ne voit plus les choses de la même façon. On a pu mourir, on aurait pu mourir ce jour-là, et donc du coup on doit absolument très rapidement faire le point de sa vie, faire le point sur le sens de sa vie, on doit essayer de trouver un sens pourquoi on a échappé, et tout ça est extrêmement compliqué, et donc l'événement peut être tellement fort qu'il fige la vie, le temps s'arrête, et donc on ne fait que ressasser l'événement de jour comme de nuit, on revit en permanence cette scène traumatique qui a mis le cerveau en échec, et on ne sait pas quoi en faire, il n'y a plus d'autre vie que l'événement. Et donc la mort, alors, n'est plus une idée, mais c'est une réalité qui en a emporté d'autres et qui a failli l'emporter, et c'était totalement imprécis,
ce côté imprévu est aussi partie du trauma. Et donc, évidemment, toutes les certitudes s'effondrent. Hein. Si on croyait en un Dieu qui nous protège, et ce jour-là, on n'a pas été protégé, on est obligé de s'interroger. Si on avait des parents qui étaient forts pour nous protéger et qui ont été massacrés sous nos yeux, on est obligé de se repositionner là-dessus. Si on pensait que mon voisin était quelqu'un de gentil, que c'est lui qui est venu avec une machette pour m'abattre, donc tous les liens sociaux, toutes les valeurs sont souvent questionnées par rapport à un traumatisme. Suivant. Et donc, par rapport au fonctionnement du cerveau, ne craignez pas, je ne vais pas vous emmener trop loin, mais on voit qu'effectivement, le cerveau est mis en résonance. Et donc, on a aussi bien des idées qui vont se décliner au niveau de deux organes dont je vais beaucoup parler, l'hippocampe et l'amygdale. L'hippocampe cérébral et l'amygdale cérébrale, pas l'amygdale ici. Donc, l'hippocampe, c'est un lieu pour le stockage de la mémoire. C'est un lieu qui permet de synthétiser l'information, de la transmettre assez vite. Et alors, on va la colorer avec une émotion qui va être déclenchée par l'amygdale cérébrale. Et donc, le corps va réagir par le stress, par le système sympathique, et donc on va avoir un tas de manifestations que tous ceux qui ont un jour connu la peur connaissent bien, le cœur qui s'accélère, des sueurs froides, des jambes qui planchent, l'estomac noué, etc., etc. Donc tout ça est déclenché par cet axe-là, mais ça peut avoir aussi des répercussions sur le système immunitaire. Et donc, tous ceux ici qui prennent en charge des femmes qui ont été traumatisées les connaissent bien, ces symptômes, ces consultations pour palpitations, ces symptômes somatiques où on ne trouve rien en attendant, on a l'intestin qui est décomposé, on a des ulcères d'estomac, on dort mal, on transpire de façon inexpliquée, et donc on a des maladies à répétition dans certaines sphères, parfois hautement symboliques. Et donc, tout le corps est mis en déséquilibre à cause de cela. Et donc, ce schéma, dans les grands qui vous le montre. Et alors, on observe ça, et pendant la guerre 14-18, on a eu malheureusement énormément d'exemples de ça, mais on le voit parfois de façon plus subtile. Les patients traumatisés continuent l'action, la tentative d'action qui a commencé quand le trauma s'est passé. Et donc, il s'épuise eux-mêmes dans ces recommencements éternels. Donc, un militaire, par exemple, pris dans un bombardement, eh bien, il peut parfois rester bloqué en position courbée et ne sera plus redressé, alors que mécaniquement, il n'y a aucune raison. Une femme qui a été traumatisée, par exemple, au moment où elle préparait les repas, eh bien, va se mettre à répéter des gestes, même en dehors des repas, comme si elle pouvait conjurer ce qui a précédé l'événement. Et donc, on a parfois des observations dont on ne sait pas quoi faire, qui paraissent des manies, des bizarreries, ou des caprices, ou qui peuvent se lire tout autrement à la lumière de la scène traumatique et de ce qui a précédé la scène traumatique. Suivant. Et donc, si on rentre alors un peu plus à l'intérieur du cerveau, nous avons trois cerveaux, trois zones cérébrales qui ont des origines dans la construction plus ancienne. Le cerveau le plus ancien, c'est le cerveau reptilien, c'est plutôt la zone du tronc cérébral, en gris ici, et donc contient des outils essentiels à la survie et à l'install. Et donc, c'est là-dedans qu'on aura surtout les réflexes sensorimoteurs, c'est là qu'on aura les réflexes primaires, même des animaux bons, devant un danger. Et il y a quatre solutions, c'est je me fiche sur place, ou je m'enfuis à toutes jambes, ou bien je sors mon agressivité pour attaquer, ou bien alors il y a la possibilité de se cacher, et donc ce sont vraiment des réflexes élémentaires et qui sont quasi automatiques, et c'est le cerveau cérébral. Donc chez quelqu'un traumatisé, tous ces comportements sensorimoteurs, sceptiques que l'on ne sait pas expliquer, viendront plutôt de ce côté-là. Système limbique, donc ça c'est tout ce qui est affectif et émotionnel, et ce qui est aussi en lien avec l'odorat et la sexualité. C'est quelque chose de plus récent dans l'évolution. Et alors, on a le néocortex, c'est toute la représentation de soi, la représentation du monde, la possibilité de stocker des images, de les décomposer, de les analyser. Suivant.
Et donc, vous voyez que lorsqu'on observe le cerveau de quelqu'un qui a été traumatisé, on voit qu'il y a des changements. Les aires cérébrales ne fonctionnent plus de la même façon. Il y en a qui fonctionnent moins, il y en a qui fonctionnent trop, et la connectivité et le volume sont différents. Et donc, au niveau, par exemple, de l'amygdale, on va avoir une amygdale qui donne les émotions hyperactivées et l'hippocampe qui agit sur la mémoire, qui peut être de volume réduit. Et la zone donc, du cortex qui aide directement à pouvoir comprendre ce que pense l'autre, à pouvoir se représenter soi-même, et peut subir aussi une hypoactivation. Suivant. Et donc, par exemple, on a étudié le cerveau de mineurs chinois qui avaient échappé à une catastrophe où ils avaient été engloutis dans la mine. Et bien, par exemple, des zones comme le lobe pariétal avaient diminué de volume. Or, c'est le lobe pariétal dont on a besoin pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Et donc, vous voyez, chez les personnes qui se présentent à notre consultation, ils ne savent plus qui les datent exactement. Parfois, ils ne savent plus où ils sont. Ils s'égarent avant d'arriver à votre lieu, ils oublient les rendez-vous, et donc de nouveau, ça peut se caricaturer comme ils demandent de l'aide, ils ne sont pas capables d'arriver à temps, toutes les phrases que l'on entend, mais qui se lit tout à fait autrement quand on sait que le lobe frontal peut être atrophié sous la scène. Et donc, pas étonnant que les patients perdent leur chemin dans le monde, ne savent plus qui ils sont, perdent la notion du temps, et lorsqu'on veut les interroger, eh bien, il y a une confusion. Donc, lorsqu'ils décrivent la scène, ils ne savent plus dire dans quel ordre les éléments sont arrivés. Et donc, souvent, les employés qui les entendent disent que ça ne tient pas tout leur histoire. Et donc, ça va être de nouveau jugé balayé d'un verre de main, alors que ça s'inscrit dans un contexte traumatique tout à fait identifiable. Suivant. Et donc voilà, ici c'est des études sur le cerveau de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Eh bien, on voit en coloré des zones qui correspondent à la stimulation des aires génitales et qui présentent des atrophies spécifiques. Donc ça se voit, la mutilation de l'abus se voit. Oui. Suivant. Et donc, normalement, lorsque vous avez une émotion normale et vous avez l'hippocampe qui va retenir l'image et ça va être coloré par l'amygdale, l'amygdale va stimuler l'hippocampe juste pour lui donner l'émotion qui va colorer le stockage de l'image. Mais lorsque on est dans le trauma, c'est l'inverse qui se passe. Hein. L'amygdale va inhiber l'hippocampe et donc ça va être hyperactivé. Et donc on a l'émotion qui est stockée sans image. Et donc on a ça au moment où on interroge ces personnes. Qu'est-ce qu'on voit? Ils s'effondrent en pleurs, ils se décomposent, on voit des gestes spectaculaires d'émotion et ils n'en disent rien. Parce que c'est l'émotion qu'ils ont stockée et l'image a été inhibée dans sa capacité de stockage. Suivant. Et donc ça explique évidemment tous les tableaux cliniques où on voit des femmes figées, baissant les yeux, éclatant en sanglots, incapables de raconter ce qui leur arrive, qui sont muettes, qui bégayent, qui se trompent dans des détails élémentaires de lieu, qui se contredisent sans s'en rendre compte, qui se mettent en danger, qui sont totalement indifférentes à leur famille, qui ne mangent plus, qui ne parviennent même plus à dire qui elles sont, à exprimer des désirs. Et donc évidemment, vous le savez tous ici, que la prise en charge n'est pas facile, mais elle doit surtout faire preuve de beaucoup d'attention et de personnalisation et ne pas être caricatural. Il est presque. Voilà, j'avais un cas clinique, mais on peut peut-être, vous en avez beaucoup. Voilà, une personne parmi d'autres qui est arrivée en étant justement orpheline, et donc à cause de la répression, ici on est en Somalie, il y a une milice islamique, si une femme est vue seule, si une femme est vue en train de parler avec un homme, eh bien elle peut faire l'objet d'une bastonnade, et donc cette femme a abandonné ses enfants. Et suivant. Et donc dans ce cas-ci, c'est une fille qui a dû aller voir un oncle à l'africaine, et donc cette jeune fille était en concurrence avec la part de l'oncle, et donc elle a été déjà maltraitée dans son pays, retirée d'école, et puis alors on lui propose d'épouser un homme. Elle faisait partie d'une des rares ethnies de Somalie où l'excision n'est pas obligatoire, mais tous les partis qu'on lui présentait exigeaient l'excision alors qu'elle avait 18 ans. Et donc elle a voulu s'enfuir,
en s'enfuyant, en suivant, elle est tombée sur une filière de prostitution, et donc elle a été à peu près 1 an objet enfermé dans une chambre avec juste un Coran, et quand elle a été enceinte, alors on l'a déposée à l'entrée du CGAA, et on lui a dit, ben voilà, prends la fille et fais comme elle sait. Et ça, cette phrase, on l'entend souvent, et c'est souvent une phrase qui sort de filière de prostitution. Il n'y a pas d'enquête qui est faite, on n'a jamais eu de photo à cette femme pour essayer d'identifier ceux qui ont fait ça. Et donc là aussi, on ne traite pas les gens de la même façon. Suivant. Voilà, suivant. Et donc au moment où elle arrive, eh bien, elle ne sait pas s'exprimer, donc on ne la croit pas. On s'occupe de son enfant jusqu'à la naissance, et puis on veut l'expulser. Et de nouveau, le récit, on ne la croit pas, puisque ça ne tient pas la route. Comme si une fille qui a toujours vécu en Somalie, qui n'a jamais été à l'école autre que coranique, pouvait écrire son crachet sur une carte géographique et lire les inscriptions dès qu'elle arrive dans une gare. Et manifestement, on ne tient pas compte de tout ça. Voilà. Encore suivant. Et donc, encore suivant. Voilà. Et donc, une des façons pour le cerveau de se protéger, c'est de se dissocier. Et donc, on compartimentalise vraiment dans sa tête son expérience, son identité, sa mémoire, ses fonctions. Et donc, ça donne aussi des tableaux cliniques qui sont difficilement compréhensibles si on n'a pas cela en tête. Suivant. Et donc, la mémoire semble même disparaître pendant un temps. On peut voir des identités qui semblent complètement se changer. Et donc, on a des tableaux qui peuvent avoir des interfaces communes avec la schizophrénie, par exemple, et un risque de faux diagnostic. Suivant. Et donc, parfois, on a même des choses étonnantes de dissociation, où les gens se voient flotter au-dessus de leur corps, ou bien ils semblent réaménager complètement leur discours pour pouvoir échapper dans les mots au trauma. Ça a été fort étudié après le génocide du Rwanda, où on voyait que les gens qui survivaient n'avaient pas de mots, et donc ils rentraient dans un café et ils écoutaient les gens qui parlaient. Et ils voyaient les discours sociaux qui étaient acceptés et ils le recopiaient. Et donc, ils avaient inventé l'histoire. Mais en fait, si on les suivait dans le temps, on voyait que petit à petit, dans ce discours plaqué qui avait été validé socialement, ils introduisaient des tout petits changements de détails qui étaient leur histoire à eux. Et donc, 2 ans plus tard, ils racontaient toute autre histoire. Et donc, les traités de menteurs, c'est évidemment extrêmement facile. Mais quand on connaît les mécanismes, on voit que c'est une façon de s'aménager. On arrive au bout. Et donc, il y a aussi le problème de la culpabilité du survivant. On dit chouette, ils ont survécu, ils ont échappé. Eux disent non. Pourquoi il n'y a aucune raison que ce soit nous. On n'était pas les meilleurs, on n'avait pas de qualité. Au contraire, on a fait un attelage, on a payé un bac chiche, on s'est caché pendant que les autres massacrés. Et donc, au fond, il y a cette culpabilité extrêmement envahissante et qui peut avoir des effets délétères, même quand nous, on les prend en sécurité. Et donc, ce n'est pas pour rien que le plus d'états de stress post-traumatique apparaissent chez les enfants abusés, chez les femmes battues, chez les adultes violés, chez les vétérans militaires, chez les pompiers et chez les policiers. C'est vraiment les populations exposées en permanence au trauma. Voilà. Je ne vais pas détailler tout ça, ça c'est un peu toutes les définitions qu'on trouve dans le DSM 4 et 5 et qui sont reprises certainement dans le livre et dans l'ouvrage. Mais je pense que ce qui était important, c'était de mettre en évidence qu'un trauma n'est pas quelque chose d'inventé, c'est vraiment quelque chose qui est de base, tout à fait démontrable, organiquement, psychiquement, et que quand on connaît bien cet aspect-là des choses, eh bien, on va lire et accueillir les personnes victimes tout à fait autrement, et on va rédiger aussi nos rapports pour pouvoir les défendre de façon beaucoup plus étayée, et ça c'est, je pense, la façon que, comme professionnels, nous pouvons le mieux faire pour aider toutes ces personnes qui arrivent jusque chez nous.